Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Surface de Vérité. Un nouveau rendez-vous. Et dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un président du parti, en tout cas un grand parti qui tangue, mais le président tente tant bien que mal de l'amener à bon poste, c'est-à-dire à la victoire à l'élection présidentielle de 2020. C'est bien sûr le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, Eddy Komboigo, que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir, Robert. Vous êtes là encore, ce n'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau. C'est vrai. C'est toujours avec un plaisir. De vous rencontrer. Avec un nouveau look cette fois-ci. Un look qui convient. Pas de costume, pas de cravate? Non, ça dépend des moments. Nous portons aussi bien les costumes, ces habits que le façon d'enfanner également. Donc, ça dépend des moments. C'est de la communication aussi, ça? C'est un message? C'est peut-être une communication politique, vous me direz, mais c'est à vous de juger, c'est vous les communicateurs. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, votre parti traverse une crise, hein, même si certains ne veulent pas l'admettre de cette façon. Alors, on constate, depuis un bout de temps quand même, c'est un constat d'accalmie. Hein. Qu'est-ce qui explique cela? Non, mon parti ne traverse pas une crise, c'est une crise fictive. Une crise voulue par certaines personnes qui sont associées, qui sont dans des instances, qui ont décidé tout au long de la vie du parti avec nous. Certes, nous les avions repérés depuis le 7e congrès, nous savions qu'ils n'étaient pas pro-Eddy, mais à imaginer qu'ils allaient pousser le verrou jusqu'à ce point, on pense que ce n'est pas démocratique, ce n'est pas militant. Mais ils estiment que le parti est en danger, que vous amenez le parti vers le gouffre et qu'il était de leur devoir, en tant que militants sincères et patriotes, de vous interpeller sur la gouvernance. Quels sont leurs arguments? Aucun argument. Et je pense que vous les avez suivis à travers la presse écrite, les radios et la télé. Ils s'en prennent à ma personne. Lorsque le combat devient subjectif, on est hors gamme. On ne peut plus continuer. C'est pas votre gouvernance, c'est votre personne? Vous l'avez si bien dit, hein, c'est assez clair. C'est Eddy Komboigo qui est attaqué, et à travers Eddy Komboigo, la direction du CDP. Mais les décisions sont collégiales. Les décisions sont prises par les instances. Eddy Komboigo ne décide pas seul. Il consulte la direction et la direction prend la décision. Et Eddy Komboigo veille à l'application. L'impression qu'ils ont, c'est qu'il y a une forme de dictature, finalement. Il n'y a aucune dictature. Dans un parti politique, on fonctionne par consensus. Quand il n'y a pas de consensus, on vote. Quand on vote, la majorité, on suit la voie de la majorité. Et la minorité doit se soumettre. Ce sont les principes élémentaires d'une démocratie. Il faut savoir que dans un parti, ça fonctionne exactement de la même manière. Mais lorsque l'on n'accepte pas qu'on a une position minoritaire, on cherche d'autres voies extérieures pour régler les problèmes, nous ne pouvons pas l'accepter et le parti ne peut pas accepter cette manière de communiquer. Ceux qui souhaitent reviennent aux instances, tentent de convaincre les militants des instances pour que leur idée passe. C'est comme ça que l'on peut construire un parti fort et conquérant. Est-ce que vous écoutez véritablement? Bien sûr que nous écoutons. Je viens de vous écouter, je viens de vous donner une réponse. Ma fermeté n'empêche pas l'écoute. J'écoute, mais je reste ferme, parce que je suis président d'un parti. Ce n'est pas du laxisme. On pourrait même tenter de croire que je suis laxiste, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas sanctionné. C'est parce que nous avons espoir que ceux qui utilisent cette voie, ces voies de recours, se ressaisiront et reviendront. Nous avons ouvert grande la porte du CDP. Pour ceux qui sont sortis, aller dans d'autres partis, et même ceux qui contestent les fondeurs, de revenir, de jouer bas la terre, pour que nous renforcions davantage le CDP, parce que nous avons un objectif qui a été assigné par le 7e congrès ordinaire en 2018, c'est de conduire le CDP aux victoires en 2020. En attendant, il y a la question de l'effectif qui pose toujours problème. De quel du effectif? bureau politique national. Non, mais c'est consensuel. Nous sommes sortis du bureau exécutif national, du congrès ordinaire, plutôt en mai dernier, avec une résolution mandatant le bureau exécutif national de composer le bureau politique national sans dépasser 600. Mais en réalité, le comité d'organisation du 7e congrès s'était appuyé
sur la liste de présence de ceux depuis 2015 à 2018 qui participaient aux réunions du Bureau politique national. Ils étaient entre 350 et 400. Il vous souviendra que le siège du CDP a été 2 fois brûlé, en 2014 dans un premier temps et en 2015. Nos archives faisant défaut, on s'est appuyé sur la liste des présences. On s'est dit, mais en réalité, on n'est que 350-400, on va ajouter 200 pour en faire 400, sans dépasser 600. Et le secrétariat est écrit dans le statut sans dépasser 600. Lorsque nous avons fini le congrès ordinaire, avec la résolution, nous avions plus de temps, on était plus relax pour composer le bureau politique national. C'est ainsi que nous avons fait recours à l'ensemble des SG de 45 provinces, de regarder et de rechercher les membres de leur province qui étaient membres du bureau politique national. Les membres du bureau politique national sont composés de 3 axes. Il y a les membres escalités, il y a les membres élus sur une liste provinciale et la liste nationale. Lorsque nous avons fait le point, nous nous sommes retrouvés à plus de 600, donc à peu près 700 et quelques. Nous avons dit, il faut bien regarder, il y en a qui ont démissionné. Ils ont bien regardé, on a élagué ceux qui ont démissionné, on s'est retrouvé à 672. Mais voyez-vous, on pouvait écarter un certain nombre de personnes pour revenir à 600. Mais nous ne l'avons pas voulu, nous l'avons décidé en BEN. Il s'agit de qui? Des membres que l'on dit escalité. Ils sont escalités parce qu'ils étaient maires. Et à ce titre, ils sont escalités. Ils ne sont pas des membres de droit, mais nous leur avons conféré le membre de droit. Parce qu'en voulant les écarter, ils sont venus nous dire, mais écoutez, nous ne sommes plus maires parce que nous voulons. On n'est pas allé aux élections pour perdre la qualité de maire. C'est la transition qui nous a dissous. Les ministres ont dit la même chose. Ils étaient escalités. Donc, on a été déjà sanctionnés. Si nous revenons pour construire notre parti, et vous également, vous nous excluez des instances, vous nous sanctionnez une deuxième fois. Nous avons voulu les garder. Comment donc respecter l'article 32 qui disait qu'il faut 600 au plus? C'est dans ce cadre-là qu'on a dit, ben, écoutez, il faut qu'on retourne immédiatement à un congrès extraordinaire pour régulariser l'article 32 en disant qu'il n'est pas applicable en l'état si on ne veut pas exclure des gens. Mais encore à majorité absolue, nous avons dit non, poursuivons, c'est notre congrès à nous, nous avons un mandat, repartir à un congrès extraordinaire immédiatement, c'est faire des dépenses. Nous sommes tous d'accord qu'il faut régulariser l'article 32, mais nous attendons le moment où nous allons choisir le candidat du CDP pour l'élection présidentielle, et à ce moment, nous allons profiter, régulariser la situation. Alors, tout le monde était d'accord, nous avons ajouté les 200, nous avons voulu rééquilibrer avec le quota genre, femmes avec 25 en plus, jeunes avec 15 en plus, nous sommes retrouvés à 1004. Vous êtes tout le monde était d'accord. Des textes. Oui, mais bien sûr. Est-ce que subtilement, ce qu'on vous reproche, on vous accuse de vouloir subtilement mettre des personnes acquises à votre cause, dans la perspective des primaires, justement. Je n'ai pas une société de recrutement de ressources humaines pour renforcer le camp Eddy-Komoïgo, si on doit l'appeler ainsi. Non, je pense que des membres élus sont élus dans les provinces. Et dans toutes les provinces, je ne commande pas les militants qui y sont. C'est librement que les assemblées générales se réalisent dans les provinces et on nous propose des noms. Des gens que nous ne connaissons pas, physiquement peut-être pas, mais qui sont des membres recommandés par leur base. Nous n'avons pas le droit de ne pas les accepter. Voyez-vous? Et c'est dans ce cadre même que je pense nous avait envoyé le nom de Kadri Désiré Ouédraogo pour le Sanma Tenga. Et nous avons posé la question de savoir, c'est Ouédraogo Kadri Désiré qu'ils ont donné. Si c'est Ouédraogo Kadri Désiré, écrivons bien Ouédraogo Kadri Désiré. On m'a dit non, c'est Ouédraogo Kadri Désiré. Voyez-vous? Mais nous l'avons accepté. Par la suite, nous avons appris par voie de presse, d'ailleurs par votre télé, un journaliste déclarait que Ouédraogo Kadri Désiré était inscrit à la dernière rentrée politique en novembre 2018. Donc, pour vous dire tout, nous avons consensuellement accepté la liste, nous avons inscrit les gens, nous sommes allés à la rentrée politique, nous les avons installés.
Mais nous avons pris soin en disant, comme l'article 32 n'est pas respecté et que nous attendons un congrès extraordinaire pour régulariser, nous n'avons pas envoyé une note au MATD, CL ou je ne sais plus comment, ouais, pour dire voici la liste des membres du bureau politique national. Nous avons travaillé en décembre sans problème, en janvier sans problème, en février sans problème. Et concomitamment, nous avons vu que du côté Bobo, il y a eu Kader Désiré Ouedraoui qui est allé lancer sa candidature. Tantôt certains disent que c'était un succès, d'autres analystes disent que ce n'était pas un succès. C'est après cela que l'un des députés, Yaya Zoungrana, est revenu au BEN pour dire que nous ne respectons pas l'article 32 et ce n'était pas bon. Pour vous, il fallait poser le problème un peu plus tôt? Non, le problème avait déjà été posé puisqu'on le savait. Et le camarade secrétaire général Gandema s'est levé, il lui a fait le point de comment nous avons procédé pour en arriver là et que nous avons tous décidé d'attendre le congrès extraordinaire qui va investir le candidat pour régulariser. Il s'est assis, il n'a plus rien dit, mais après la réunion, je crois 48 heures ou 72 heures après la réunion, il a envoyé une plainte. Quand ça devient une plainte, la direction saisit. Donc j'ai immédiatement convoqué un secrétariat permanent qui a délibéré ou fixé l'ordre du jour du bureau exécutif national. Nous sommes allés au bureau exécutif national, rien que pour parler de ce point, pour l'entendre. Et il nous a dit, c'est simplement pour éviter que quelqu'un nous attaque en justice et remette en cause nos organes. Et dans ce cas, mais on s'était entendu qu'on attendait le congrès extraordinaire qui allait investir le candidat. Mais comme ça devient une plainte, il faut bien qu'on convoque le congrès extraordinaire maintenant, en mars, on prend une décision de convoquer un congrès extraordinaire pour régulariser. Si nous ne voulons pas réduire le nombre, nous n'avons pas d'autre moyen que de demander l'avis de l'instance suprême qui est le congrès. Et c'est pourquoi nous avons convoqué le congrès extraordinaire pour le 14 avril. Lorsqu'on a convoqué le congrès extraordinaire, quelques militants ont dit, ben, c'est bien, mais il faut requérir l'avis de notre président fondateur. C'est le président Blaise Compaoré que nous respectons tous et que nous devons respecter. Nous avons donc accepté d'aller le voir avec les rapports pour lui demander son avis. Pour lui, c'était une surprise, mais il nous a demandé d'ajourner, de donner un mois pour qu'il les regarde et qu'il nous revienne. Il a fait une note dans ce sens. Je suis revenu lire au bureau directif national. On a tous applaudi. Au bout d'un mois, il n'a pas fait signe. Le deuxième mois, il m'a fait appel. Nous sommes repartis. Il m'a dit, il a bien regardé les textes. Ça va dans le sens du rassemblement et de l'unité, de la richesse, de la cohésion et de la non-exclusion. Eh bien, vous pouvez aller convoquer votre congrès. Je lui ai dit, parallélisme de forme, comme vous avez écrit pour demander de reporter, je souhaite qu'il y ait un écrit également pour dire que vous avez regardé. Il a fait une note également dans ce sens. Je suis revenu et j'ai lu encore cette note. On a des doutes sur cette note. Non, mais vous me voyez, ça fait 25 ans d'expertise comptable, 25 ans de commissaire au compte, 25 ans d'auxiliaire de justice. Il ne me passera jamais, même dans le rêve, de faire du faux. Et je pense que ceux qui doutaient sont partis, ils sont venus, ils n'en doutent plus. Voilà. Et Blaise Compaoré n'est pas, c'est un homme très posé, et très expérimenté. Il ne fera jamais une lettre et moi je ne me permettrai jamais de modifier quoi que ce soit dans ce qu'il a écrit. Donc la lettre est revenue, nous avons lu, il y en a qui ont applaudi, nous avons que 2 ou 3 personnes qui ont contesté fortement la lettre. Je les ai interpellés pour leur dire, vous savez, ceux qui en doutent connaissent la route de la Côte d'Ivoire. Prenez votre avion, allez le lui demander. Il a une copie avec lui. Il y en a 2 copies. S'il doute, vous revenez. Jusqu'à présent, personne n'a remis en cause en plus de cette lettre-là. Ça veut dire qu'elle était vraie. Elle est allée même au-delà de la convocation du congrès extraordinaire. Elle est allée jusqu'à nous orienter, comme ces attributions qui lui ont été conférées par le 7e congrès indiquent, de nous donner des orientations quant au choix
du candidat. Certains ont vu très vite justement une volonté d'écarter certains candidats. Mais c'est possible. Mais est-ce que ce n'est pas ces candidats même qui se sont écartés? Posez-vous la question. C'est de quel candidat parlez-vous? Kadri Désiré Ouedraogo, par exemple. Ah bon, est-ce que Kadri Désiré s'est déclaré candidat du CDP? Je vous pose la question. Il n'y a pas de doute que pour ses partisans, il doit porter les couleurs du parti. Vous êtes un journaliste attentif. Vous avez entendu les déclarations de Kadri Désiré Ouedraogo à Bobo. Il a dit qu'il est un candidat non partisan. Sa candidature se situe au-dessus des partis. Visiblement, donc, quand on voit la démarche, ça relève de la stratégie, mais pour ses partisans, ils souhaiteraient voir Kadri porter les couleurs du CDP. Un candidat indépendant. Donc ça ne devait pas poser de problème. Ceux qui estiment que Kadri Désiré devait porter les couleurs du CDP devaient être des conseils avisés de Kadri Désiré pour lui dire Monsieur Kadri, revenez, vous êtes militant du CDP, revenez, le moment venu, le CDP va décrire les conditions et les critères de candidature et on va ouvrir une période où vous pourriez déposer votre candidature. À ce moment, on accepterait. L'impression qu'ils ont, c'est que tout est verrouillé aujourd'hui. Personne n'a verrouillé quoi que ce soit. Kadri Désiré Ouedraogo est un militant. Ici, les militants du CDP, on l'a reconnu en 1999, étaient à la CEDEAO. Il est de retour depuis 3 ans, 6 mois. Il est à la retraite. Nous n'avons jamais vu une lettre de demande de réinsertion au CDP. Nous n'avons jamais eu un appel téléphonique, un WhatsApp, encore moins un soutien financier ou une participation à une activité du CDP. Mais il n'a jamais non plus dit qu'il n'était plus du CDP. Oui, mais ceux qui pensent que l'on l'a écarté ont peut-être lu entre les lignes à travers la lettre que le président Compaoré a écrite en disant qu'il faut permettre à tout cadre du CDP tout cadre dans un militantisme actif, respectant les textes fondamentaux, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs. Je ne suis pas juge. Peut-être qu'eux ont jugé que leur candidat n'est pas un militant actif et ne respecte pas les statuts et règlements intérieurs. Et si c'était le cas, ce n'est pas le président Compaoré qui l'a exclu, ni Eddy Komboigo, c'est lui-même qui s'est exclu. Parce qu'en posant de tels actes, il sait qu'il ne respecte pas les statuts. Un parti organisé, on doit pouvoir rester discipliné dans ce parti. D'accord. Il y a Kadri, mais il y a aussi, depuis un certain temps, d'autres noms qui sortent. On a entendu parler, par exemple, de Juliette Bonkougou, même si après, effectivement, elle s'est prononcée sur le sujet. C'est la première fois que j'entends cela, mais j'ai également lu dans la presse qu'elle s'est rétractée. Puisque la période de candidature n'est pas encore arrivée au CDP. Elle viendra, on définira dans une directive adoptée par le Bureau actif national les critères, les conditionnalités pour être candidat. Une période sera choisie et un comité électoral sera mis en place d'une manière consensuelle. Et c'est à ce moment que l'on peut venir déposer des... En vérité, est-ce que vous êtes dans cette logique? Parce que pour les autres, quand on vous regarde, on a l'impression que le candidat du CDP est déjà d'office désigné, c'est vous. Mais ça se passe dans leur psychologie. Je ne peux pas contrôler l'analyse de tout un chacun. Si je convainc certains que je suis un candidat, ben, je ne peux pas leur dire. Je leur dis simplement, le moment venu, le CDP va définir les conditions et les critères. Et c'est à ce moment que chaque cadre du candidat pourra se décider en fonction des critères. On entendra de voir. Mais finalement, le fond de cette crise, pour vous, comment vous l'expliquez? Un problème générationnel, de leadership, de confiance? C'est possible que ce soit un conflit générationnel, mais lorsqu'on regarde parmi ceux qui attaquent le président Eddy Komboigo, il n'y a pas que des anciens, il y a également des jeunes. Je veux parler de Alpha Yago, d'Hermé, mais je ne sais pas. Peut-être leur conviction, c'est qu'ils trouvent encadré des qualités. C'est leur rôle le plus absolu. Ceux qui sont avec Eddy Komboigo non plus ne sont pas que des jeunes. Vous avez des anciens comme Melégué Traoré, vous avez Yeroboli, vous avez Korsaga, vous avez Lucas Daoltiao, voyez-vous. Donc, je ne peux pas
ici vous dire que c'est un conflit générationnel. Je pense que chacun a ses raisons sur la qualité intrinsèque de chaque personne. Mais c'est pourquoi je dis que c'est des analyses subjectives. Parce que ce soit l'un ou l'autre, c'est la machine du CDP qui accompagne, voyez-vous. C'est la machine du CDP. Et le CDP regorge de ressources humaines de qualité et très expérimentées. Et si tout le monde fait front derrière un candidat, même s'il s'appelle Guébré, il sera élu en 2020. Il n'y a pas un problème de confiance quelque part? Ceux qui vous contestent semblent ne pas vous faire confiance. Non, il y a certains qui sont venus demander à être candidats, qu'on leur mette candidat tête de liste aux législatives en 2020 ou maire en 2020. Je leur ai simplement dit, ce n'est pas le moment et je n'ai aucune garantie. Sachez que le CDP a sa manière de fonctionner, a ses textes fondamentaux et que je suis garant du respect. Donc je suis garant du respect. Et donc je ne peux pas en tant que président vous garantir que ce sera vous la tête de liste. Ça sera la base qui va décider. Je vous invite à travailler à la base, à vous faire aimer par la base, à être un leader au niveau de votre base. Le moment venu, lorsqu'on va définir les critères d'éligibilité également au niveau des législatives ou des municipales, si la base vous choisit, la direction du CDP ne peut qu'accepter. Parce que pour un parti politique comme le nôtre, c'est la conquête du pouvoir. Ce n'est pas un travail personnel ou individuel. La direction est consciente que si la base choisit telle ou telle personne et que l'on inverse les rangs, la base ne suivra pas, alors qu'on veut les voir pour gagner. Donc la direction doit pouvoir valider lorsque ça a été régulièrement choisi. Et je suis le garant de ces gens. Ceux qui m'ont approché et qui n'ont pas eu une réponse satisfaisante, bon, peut-être s'agglutinent derrière tel ou tel autre candidat ou telle autre personne pour dire qu'il ne faut pas aider comme moi. Je dis que c'est une démarche malencontreuse. Regardez ma tête, j'ai la tête de quelqu'un qui peut rouler pour un pouvoir comme le pouvoir Roch-Marc Christian Kaboré. Non, que l'on se respecte. On se respecte bien. Je pense que je respecte le MPP, je respecte le président Kaboré, je respecte les dirigeants du MPP, mais je suis loin. Je suis un homme de décision, vous savez. Si je dois quitter le CDP, je ne jouerai pas double jeu. Je dis et j'écris, je démissionne et je vais ailleurs où je vais. Mais en attendant, aujourd'hui, je suis au CDP, j'en suis le président et j'ai une mission, conduire le CDP au succès en 2020. Et ceux dont vous parlez, dans le pouvoir, ils savent qui est vraiment Edi Kombouigo. Sourire, saluer avec un adversaire, nous leur donnons une leçon que la politique, ce n'est pas la guerre. Pour certains, certains disent qu'il y aurait un deal entre vous et le président Kaboré, de sorte à ce que vous l'aidez à se maintenir en 2020 et lui vous aide à arriver au pouvoir en 2025. Ah bon? Est-ce que vous pouvez déjà signer une convention de ce qui va se passer en 2025? Non, on n'est pas dupes, nous. Nous, on ne fait pas de tel deal. Si de tel deal devait avoir, il appartiendra au parti de voir. Nous avons des conventions en gestation avec l'opposition. Nous sommes un parti d'opposition. Bientôt, vous allez voir que nous allons signer des conventions. Et vous saurez que le CDP et Edi Kombouigo se sont engagés dans l'opposition et nous avons signé des conventions pour pouvoir préparer les élections de 2020. Et c'est là où vous comprendrez que nous roulons que pour l'opposition. Alors, c'est quoi? C'est le pouvoir qui est derrière cette crise au CDP, à votre avis? C'est possible, mais il faut le leur demander. C'est eux les fondeurs. Nous sommes la direction du parti et nous avançons. D'accord. Alors, vous poursuivez malgré tout vos meetings en région, mais jusqu'à la base, au niveau commune et même village. Une façon de battre campagne justement pour vous, parce que pour les autres, c'est aussi cela. Vous êtes déjà en campagne pour vous-même, pour les primaires du parti. C'est possible, mais ce n'est pas une décision prise par Edi Kombouigo. C'est dans le programme d'activité qui a été adopté le jour de la rentrée politique. Nous avons dit que nous allons d'abord évaluer les forces du CDP, parce qu'on avait donné le CDP pour mort en 2015. Une campagne, une grande campagne, avait été faite pour montrer que le CDP ne survivra pas. Ils se sont trompés. Le CDP est résilient et très fort.
Nous avons dit que nous ne ferons pas de campagne ni provinciale ni régionale à l'étape actuelle. Nous irons dans les communes, 368 communes et arrondissements, pour faire des meetings, pour rencontrer nos militants et nous évaluer. Et là où nous avons peu de militants, nous mettons, nous analysons, nous faisons des enquêtes pour comprendre et puis nous faisons une offre politique leur permettant de revenir. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de faire comme les autres avec des camions ou des cars, trimballer des gens pour aller remplir. J'ai peut-être quelques problèmes même au sein de mon parti lorsque je me déplace dans une commune. Ceux qui doivent venir, c'est peut-être les membres du bureau politique national relevant de la province qui peuvent venir. Les autres viennent à leurs frais. On peut faire un petit geste, un complément. Mais les foules qu'on voit là, il y a non, rien. non, les foules qui viennent là viennent de la commune, mais je ne dis pas de la province. Pour vos adversaires, il y a des demi-francs qui sortent quelque part. On n'a pas besoin de payer un paysan pour l'amener. Comme chez nous, les Monciens, on dit que l'œil peut voir ce qu'il ne veut pas, mais le pied ne peut pas t'amener là où tu ne souhaites pas. Ils viennent parce qu'ils sont convaincus que le CDP est le seul parti capable de relancer le Burkina et d'apaiser le pays. Est-ce qu'ils savent véritablement pourquoi ils viennent? Ah bon, ben, allez le leur demander, ils vont vous dire. Et je pense que si vous vous rendez là-bas, vous leur demandez de sortir, ils vont vous demander qui vous êtes et pour quelles raisons. Et ils ont d'ailleurs, c'est une période pluvieuse, les travaux champêtres sont là. Malgré tout ça, ils acceptent d'abandonner leurs travaux champêtres pour venir écouter le message de la direction de leur parti. Et c'est à notre honneur. Alors, des meetings en tout cas qui drainent du monde, hein, on le voit en tout cas à chaque sortie. Est-ce que ça dit que la crise n'a pas impacté la base? Il n'y a pas de crise. Vous les journalistes, vous souhaitez que l'on en parle, une crise. Il n'y en a pas. Ah bon, il n'y a pas de crise? Non, il n'y en a pas du tout. Moi, je ne pense pas que c'est une crise. Les organes fonctionnent normalement. Jusqu'à présent, toutes les réunions, que ce soit du secrétariat permanent, du bureau exécutif national, se sont bien déroulées. Nous avons suspendu la convocation du bureau politique national pour pouvoir régler la question en congrès extraordinaire. Quel est le problème? Et ceux qui souhaitent viennent, ceux qui ne viennent plus, qui ont écrit dans la presse qu'ils ont suspendu leur participation, ils ne nous ont même pas écrit pour qu'on puisse prendre acte. Nous avons pris acte et nous continuons de fonctionner. Et peut-être pensait-il qu'en suspendant, nous allons arrêter nos activités. Vous avez vu après la suspension et la sortie de Manga, la commune de Manga. Nous sommes allés à Zawara, Pouni, Réo et puis Didir et Réo. Et vous avez vu encore, et nous préparons des sorties, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les provinces locales. Et vous allez voir que chez nous, on n'ira pas ramasser des cars pour aller mobiliser les gens en Côte d'Ivoire. Les militants viendront naturellement, j'en suis convaincu. Ah bon. Mais toujours est-il qu'il y a des dossiers judiciaires. Est-ce que ça ne risque pas de mettre à mal non, il faut dire la que participation du parti aux élections? Nous regrettons fort que des militants du parti atteignent leur propre parti en justice. Nous avons souhaité qu'il y ait la démarche démocratique et le dialogue au sein de notre parti. Nous nous posons vraiment des questions, des vraies raisons qui les guident. Veulent-ils liquider le parti? Le parti, ce n'est pas Edi Komboigo. Même si vous êtes contre Edi Komboigo, si vous en venez à travers le parti devant une justice, vous avez posé un problème de nombre de membres du BPN. L'instance suprême se dit qu'elle se réunit en congrès extraordinaire pour régler le problème. Vous dites non. Le juge, en tranchant, n'a pas donné raison à qui que ce soit. Il a simplement dit, nous suspendons, repartir. Comme vous avez le mandat de faire un BPN de 600 personnes, il faut refaire à 600 personnes avant d'aller au congrès. Nous ne voulons pas critiquer un juge ou quoi que ce soit une décision de justice. Nous avons simplement pris acte et nous avançons. Pour revenir à 600, il faut que nous acceptions au niveau du BEN suspendre ou exclure un certain nombre de personnes pour revenir à 600. Je vous ai expliqué tantôt que le nombre même au sortir du congrès... On a dit que ça c'est fait? Non, mais on est dans le processus. C'est dans le même processus que nous avons voulu entendre l'avis des membres des SG
des différentes communes et des SG des différentes provinces, en les convoquant au stade du 4 août pour une séance de travail. Et c'est là que nous avons vu des gens habillés avec le logo CDP, avec l'effigie de Blaise Compaoré, pour venir agresser des SG des communes et arrondissements, des SG des provinces. Quel est leur but? Quelle est leur visée réellement? Si ce n'est la liquidation du parti. Et même si c'est pour liquider le parti, pour que les militants reviennent soutenir votre candidat, mais vous êtes obligé de repartir vers eux pour leur demander de faire le travail pour eux. Je ne crois pas qu'un homme agressé peut se lever le lendemain et travailler pour pour son agresseur. Donc ce n'est pas ni politique ni intelligent. Ressaisissons-nous et travaillons pour le bien-être du parti et pour l'objectif qui nous a été assigné d'aller trouver, au moment venu, le candidat idéal du CDP qui va aller gagner les élections. Pour le bien-être du parti, pourquoi vous ne démissionnez pas? Pourquoi je devrais démissionner? Donnez-moi une seule raison qui m'amène à démissionner. Je n'ai pas été coopté. Ce n'est même pas un consensus, c'est un vote. Par vote que j'ai gagné, pour la première fois en Afrique francophone, un président d'un grand parti est élu au scrutin secret. On a dépouillé et j'ai gagné. Pourquoi je devrais démissionner? Dites-moi. Tous ceux qui disent démissionner, ils ne donnent pas, il faut argumenter, donner une seule raison qui amène Edi Kombouega à démissionner. Jusqu'à présent, la majorité, ceux qui me demandent de démissionner, eux-mêmes ont été remis en cause par leur base. Je sais que la section et les sous-sections de Boulkemde se sont démarqués des propos du député Yaya Zungrana. On comprend que Derme Salam n'est pas de base, ni Alpha Yago, ils n'ont aucune base, personne ne peut les remettre en cause. Mais ceux qui disaient que c'était leur base les a remis en cause en leur demandant à eux de se taire, parce qu'ils ne parlent pas leur nom. Le député Yaya Zungrana, effectivement, en parlant chaque fois, il dit député Yaya Zungrana, député CDP de Boulkemde. Non, un député national. Et lorsque tu insinues des choses comme ça, tu peux pousser les gens à comprendre que ce sont les sections ou les sous-sections que tu représentes dans tes déclarations. La section de Boulkemde, la province de Boulkemde, et l'ensemble des sous-sections de toutes les communes de Boulkemde se sont réunis pour dire aux députés Yaya Zungrana qui ne parlent pas en leur nom et qu'eux, ils sont CDP, ils soutiennent la direction du parti, ils soutiennent le président Edi Kombouega. Alors pourquoi vous voulez que je démissionne? Alors, d'accord. On va poursuivre justement avec cette remobilisation. Effectivement, on a vu lors de ces meetings, ces cadres du parti qui, visiblement, ont regagné confiance. On a vu Luc Adolphe Tiaou à la tribune, avec plus de vigueur, visiblement engagé désormais à se relancer sur la scène politique. C'est vrai, il y a déjà Mélégué et bien d'autres. Raison de plus pour que Edi Kombouega ne démissionne pas. Si une minorité, un poignet de main qui demande la démission d'Edi Kombouega, alors que la majorité, sinon écrasante, demande son maintien. Quelle majorité écrasante? Mais on peut même rebeloter. Il n'y a pas eu d'élection. On peut même repartir à un congrès pour faire des votes. Moi, je vous dis, il y a eu élection, j'ai été élu. On peut repartir. Mais je ne sais pas que eux-mêmes, s'ils arrivent là, s'ils ont 2 ou 3 voix, ce serait bon pour eux. Quelqu'un qui est remis en cause par sa base. Ouais. Mais les sorties que nous menons aujourd'hui confortent la direction du parti, dont Edi Kombouega en est le président. Malgré tout ce qui se dit dans la presse, l'engouement au niveau du CDP, il y en a qui continuent de démissionner, qui reviennent. Mieux, ils ont heurté la sensibilité des populations. Ils disent, ah là, on veut faire la force au président Kombouega ou à sa direction. Et les gens commencent et disent, bon, on s'engage ouvertement pour que le pire n'arrive pas à notre parti, et c'est tant mieux pour le parti. Vous parlez à présent du dialogue politique qui vient de s'achever. On vous a vu hein, dans une ambiance bon enfant avec le président de Faso comme de bons copains. Et alors on se demande, est-ce que c'est sincère tout ça? On m'a vu dans une ambiance bon enfant avec tous ceux qui étaient là. Je vais vous dire que notre conception de la politique, ce n'est pas la guerre, je l'ai répété une fois. Saluer quelqu'un,
Rigoler avec quelqu'un ne veut pas dire que vous partagez les mêmes points de vue. Nous avons dépassé l'âge où il y a la démarcation physique, il veut me faire ci, il veut... Le CDP montrait également que le CDP n'est pas là pour conquérir le pouvoir, pour se venger. S'il y a un parti qui peut reconquérir le pouvoir et que si la réconciliation n'est pas faite avant, réconcilier les Burkinabés entre eux et les hommes politiques entre eux, sans heurts, sans vengeance, c'est bien le CDP. Et c'est ce que nous donnons. Si le président Roch m'interpelle, je vais vers lui. Vous savez qu'il est taquin. Il me demande comment ça se passe au CDP et il cite le nom de quelqu'un et dit, je lui dis c'est lui qui est en train de le manipuler pour qu'il nous foute la merde chez nous. Ah, vous lui avez dit que c'est lui, le président Roch, qui vous manipule? Je lui ai dit directement et sans détour et dans les yeux. Et il a voulu lier, j'ai dit j'insiste que c'est toi. C'est vous qui le faites. Il était étonné, il claque la main, et puis voilà. C'était là donc il me dit, l'objet de vos échanges. Est-ce que j'ai vu le Premier ministre? J'ai dit voilà, c'est dans les mêmes méthodes, vous m'avez retiré mon militant sans mon consentement. Et puis on a rigolé, voilà. Il est parti de son côté. Vous avez vu qu'il a continué à taquiner tout le monde dans la salle. Je pense que c'est la personnalité du président Roch comme tel. Nous sommes restés sereins, nous avons salué et échangé avec les autres. Et nous avons continué notre dialogue comme il se devait. D'accord. Alors là, c'est comme une sorte de foire d'égoïsme. Là, tout pour les politiques et rien pour le peuple, finalement, quand on regarde les recommandations, les conclusions. Tout pour le politique. Vous semblez égoïste, non? Vous êtes allé négocier des choses pour vous, mais pour le peuple, on n'a rien vu. Qu'est-ce que nous avons négocié pour nous? Le code électoral à réviser, la question de ne plus sanctionner les partis qui ne respectent pas le quota genre, les questions de vote des Burkinabés de l'électorat. Apparemment, c'est les questions d'ordre électoral qui vous intéressent, alors qu'il y a une situation nationale assez critique où le peuple attend des solutions. On a comme l'impression que ce qui vous intéresse, c'est vous, c'est les élections. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, ce dialogue politique a été préparé, et bien préparé par le CDP. Il ne me revient pas ici de vous donner tous les détails, mais lors du jour, nous le connaissions, nous en avons discuté au CEFOP. Nous avons voulu que l'on parle de la situation nationale avant de parler du code électoral. La majorité n'en a pas voulu, a voulu inverser. L'essentiel, c'est dans l'ordre de présentation. Mais que l'on accepte que l'on parle de la situation nationale. Et le souci du CEFOP, c'était de parler de la situation nationale. Mais également, qui veut parler de la situation nationale parle de l'avenir. Ça va se passer en 2020. Et on va également organiser les élections. On ne peut pas parler que du quotidien sans l'avenir. L'avenir également, c'est les élections, le passage politique que nous devons. Il faudrait que l'on se parle. Donc, le président Roch a fait l'ordre du jour par un arrêté présidentiel que nous avons suivi. On devait d'abord discuter du code électoral et ensuite la situation nationale. Mais le code électoral, ça a duré à peine 2 jours. Nous avions, je pense, 8 jours. Hein. On a commencé un lundi, on a terminé un lundi. Voyez-vous? Donc, tel que c'est présenté, les uns et les autres pensent seulement que l'on est allé discuter que du code électoral. Non, nous avons discuté d'autres questions. Mais sachez que les décisions que l'on devait prendre, c'était par consensus. Mais il y a d'autres questions sur la situation nationale. Vous ne pouvez pas prendre par consensus. Vous ne pouvez qu'aboutir par des recommandations, des propositions, parce que nous n'avons pas la gouvernance. Parce que c'est là justement, sur la situation nationale, on a comme l'impression que on s'est contenté de dire, de demander au pouvoir, de recommander de faire ceci, il faut doter les forces de défense et de sécurité de moyens conséquents, etc. C'est juste des déclarations de bonne intention. Nous sommes allés au-delà. Nous avons recommandé que l'on associe la diplomatie. D'abord que l'on rediane, par exemple sur la situation nationale, la sécurité, exactement, nous avons recommandé que l'on utilise la voie diplomatique également, en nous appuyant sur les personnes déjà expérimentées. Vous vous souviendrez qu'en 2014, un accord avait été signé sous l'égide sur la requête de la CEDEAO et sous l'égide de l'Union africaine, l'Union européenne, l'OCI et puis les Nations unies. Et le président Compaoré, président du Faso à l'époque, et Goodluck Jonathan, président du Nigeria, étaient les médiateurs.
Et les signataires, c'était l'État du Mali représenté par son ministre de l'administration territoriale, Senko Koulibaly, et puis 2 représentants de l'Azawad. Et ce qui avait permis d'apaiser, de passer à un DDR complètement au Mali et faire des élections inclusives, transparentes. Mais après cela, c'est ça qui situe l'origine, après cela, les clauses de ce contrat devaient être appliquées allant jusqu'à l'exploitation des ressources minières du Mali pour que ça puisse profiter aux populations. Mais je pense que pour une raison ou une autre, ces clauses n'ont pas été respectées. Je ne donne pas le tort à qui que ce soit. On a préféré signer un autre accord, qui est l'accord d'Alger en 2015, qui lui aussi a connu ses limites. Et depuis, nous constatons que l'insécurité a repris. Alors, si vous faites un mauvais diagnostic et on reste à Ouagadougou ou ailleurs, ou à Koudgou, chez vous, je ne sais pas c'est où, de l'autre côté, à Zabré ou à Manga ou à Garango, et on indexe tel ou tel parti politique ou tel, on ne trouvera pas le remède. Pour vous, la voie diplomatique, c'est quoi? C'est négocier, par exemple? C'est négocier avec les parties prenantes. C'est négocier avec les parties prenantes. Il faut avoir le courage de le dire. La voie diplomatique, c'est celle-là. Ce n'est pas autre chose. Même les pays les plus développés comme la France, les États-Unis ailleurs ont toujours une voie diplomatique pour résoudre les questions d'insécurité. Ils l'ont si bien dit, c'est une guerre asymétrique. Vous ne savez même pas contre qui vous combattez, pour quelles raisons vous combattez. Donc on négocie avec qui alors? Voilà, on négocie avec des gens qui réclament, et nous avons situé les choses en disant que l'origine de cette insécurité part du fait un peu le désordre. Lorsque ATT a perdu le pouvoir, les militaires sont arrivés et des peuplades sorties du nord du Mali ont demandé immédiatement leur indépendance. C'était une indépendance qui avait été demandée depuis les années 60. C'était le mouvement de l'Azawad. Après, quand on a signé les accords avec l'intervention de la France, l'armée française à Kidal, tout s'est calmé et que la paix est revenue. Mais si on n'a pas respecté ces accords, on peut se dire que c'est l'une des origines de cette insécurité. Et donc, retrouver les acteurs, reparler avec les acteurs, cela n'empêche pas qu'il y ait toujours une armée forte qui défende les populations. Et associée, donc, nous disons que cette insécurité ne saurait être combattue seulement par les armes. Il faut associer la diplomatie. Donc vous n'avez pas négocié que pour vous, vous avez pensé au peuple? Nous avons d'abord pensé pour le peuple. Et nous avons transcendé nos égos pour que l'intérêt général du peuple soit défendu. Alors, qu'avez-vous défendu à ce dialogue, vous, CDP? Non, nous avons travaillé en commun. C'est le CDP. Il n'y a pas un parti qui a défendu sa position. Comme je vous ai dit, nous avons travaillé en tant qu'opposants. Et vous avez vu les résultats, que ce soit la réconciliation nationale. Nous avons dit qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas reconstruire un pays où il y a la méfiance, où on se regarde en chien de faïence. Le retour de Blaise Compaoré, ça semble être votre principal agenda. Il n'y a pas que nous, même les insurgés l'ont demandé, de l'opposition l'ont demandé. Le retour de tous les exilés, bon, même si certains n'ont pas voulu utiliser exilés, mais ceux qui sont sortis pour des raisons politiques, on l'a si bien dit, accélérer le processus de la réconciliation pour permettre à ceux qui sont sortis pour des raisons politiques de regagner leur pays, de contribuer au développement, au développement du pays. Mais là, il n'y a pas d'échéance. Est-ce que là, vous n'avez pas péché un peu? Parce que accélérer, on peut prendre tout son temps. Je crois que c'est déjà un pas lorsqu'on savait ce que la majorité avait comme position au début, avec des déclarations parfois fracassantes et qui peut distendre nos positions. Je crois que chacun a fait des efforts. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé là-bas, mais ce n'était pas un océan calme. Il y a des jours où le ton monte, on se calme, on fait des suspensions, chacun reprend ses esprits, on se reparle, et puis calmement, et puis on arrive à nos fins. C'est vrai que si vous prenez le CDP, en tant que parti, ils souhaitent que Blaise Compaoré revienne. Nous souhaitons que Blaise Compaoré revienne. On le dit clairement et ouvertement. On souhaite que l'ensemble des exilés rentrent. Mais ce n'est pas un complexe de le dire. Mais nous sommes dans un cadre de négociation globale. Et que nous devons faire des compromis. Nous faisons des compromis. Nous pensons que c'est déjà un pas. Et comme il y a la mise en œuvre, on va davantage expliquer
notre position. Cela. Ce n'est pas... la position du CDP n'est pas cachée, vous le savez depuis longtemps. Est-ce que c'est par là un passeport d'accalmie que vous accordez au pouvoir, justement, à partir de ce dialogue-là? Désormais, vous offrez de l'accalmie au pouvoir jusqu'en 2020 là. Pas du tout, pas du tout. L'opposition restera toujours là pour s'opposer et de regarder la gouvernance. Vos préoccupations sur l'ensemble des points, c'est le consensus. Donc, il n'y a pas de quoi encore s'agiter. Non, pourquoi? S'agiter sur quoi? Sur la gouvernance, nous avons fait quel consensus? Nous avons dit, nous vous recommandons, si d'ici là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de diplomatie qui va dans le sens d'apaiser et de chercher une solution à l'insécurité, nous allons dire un mot. Si dans quelque temps, il n'y a pas de solution qui va dans le sens d'assurer l'indépendance de la justice, nous allons encore dire un mot. S'il n'y a pas un mot qui est dit dans toutes ce que nous avons appelé ces fraudes, ces détournements, ces enrichissements illicites que nous avons tant dénoncés à travers nos conférences de presse au niveau du CEFOP, nous allons encore attirer l'attention. Non, je ne crois pas que la PMP se dise qu'il a un blanc-seing pour préparer, pour aller jusqu'en 2020. Nous serons toujours en veille et nous allons toujours dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Nous sommes une opposition républicaine et nous souhaitons la rester. D'accord. On va parler justement de 2020 puisque ça semble être aussi peut-être l'une des clés de sortie de crise par rapport à cette situation, puisque vous semblez avoir les solutions aux problèmes du Burkina si vous êtes élu en 2020. Mais là, on voit que la bataille est déjà lancée. Hein. Vous êtes en meeting à l'intérieur du pays. On a vu récemment le pouvoir qui était à la conquête de la diaspora déjà au niveau d'Abidjan. Mais c'est tant mieux, puisque d'abord, ils pensent que la diaspora de Côte d'Ivoire est un électorat de l'opposition, à tort ou à raison. Mais j'ai vu qu'ils ont rempli la cuvette. Ils n'ont qu'à revenir maintenant accepter que les Burkinabés de Côte d'Ivoire votent sur la base de la carte consulaire. Parce qu'ils sont allés faire une évaluation. Ils sont allés donner des cartes d'identité. On a pu confectionner que 4000 cartes sur un potentiel de 4 millions de Burkinabés qui y résident. C'est un échec total. Il y en avait déjà qui avaient la carte. Oui, mais c'est un échec. Quand ils font le point, il y a environ 250 000 qui ont carte d'identité, carte nationale d'identité et passeport sur un potentiel de 4 millions. On est loin du compte. Nous avons une carte consulaire sur laquelle c'est écrit qu'elle tient le lieu de carte d'identité burkinabé. Vous savez aussi qu'il y a des doutes autour de cette carte. Attendez, c'est un État ne peut pas faire une carte, délivrer... c'est la même chose si vous délivrez une carte d'identité. On peut dire qu'on doute encore. Parce que ceux qui ont la carte d'identité au Burkina Faso, il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Je ne dis, c'est le taux. Vous voyez, dans tout ce que l'on fait, je suis un auditeur, dans tout ce que l'on fait, il n'y a rien de 100%, mais le taux d'irrégularité, qu'on nous le dise, il n'y a jamais eu un audit sur la carte consulaire biométrique des électeurs de nos compatriotes en Côte d'Ivoire pour nous dire, voici le taux d'irrégularité. On dit, il y a des irrégularités. Quelle irrégularité? Délivrée par notre ambassade. Et chaque fois qu'on délivre une carte consulaire biométrique en Côte d'Ivoire, on continue de le faire. Il y a eu une implémentation sur un ordinateur placé dans le bureau du ministre des Affaires étrangères qui suit au jour le jour. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Cette même carte lui donne l'identité burkinabé. Maintenant, si l'on pense que c'est l'électorat de l'opposition, on peut s'opposer également qu'ils votent sur cette base. Mais comme ils sont sortis, ils ont vu qu'ils peuvent avoir l'électorat, autant revenir avec nous, puisque c'est le seul point non-consensus par rapport au code électoral, voilà, document de votation, qu'ils viennent accepter, qu'on accepte, parce que nous allons exclure nos compatriotes, indûment d'ailleurs. Avec une opposition qui ne semble pas avoir fini avec ces bagarres à l'interne, est-ce que là, le MPP n'est pas parti pour renouveler son bail avec le peuple en 2020? Vous savez combien de bagarres se passent au niveau du MPP? Nous en avons les informations. C'est la même chose. Vous avez tout dernièrement à l'arrondissement, je ne sais plus quoi, 3 je crois,
il y a encore eu des problèmes. Partout dans les grands partis, vous ne pouvez pas gérer un parti sans qu'il y ait des incompréhensions. C'est de transcender à chaque fois et d'inviter les uns et les autres, de jouer balle à terre pour que vous puissiez vous retrouver autour de la même table pour discuter et puis trouver une solution. Et puis voir la qualité de ceux qui protestent, qu'est-ce qu'ils sont capables d'influencer le bon fonctionnement de votre parti, et puis on avance. Vous, au CDP, pas ceux vous... qui font trop de bruit dans la presse ou qui font d'ailleurs c'est les tonneaux vides qui font d'ailleurs plus de bruit, mais on ne voudrait pas utiliser un langage qui agresse qui que ce soit. Tout simplement, c'est cette expression pour dire ce n'est pas la peine d'insister à faire du bruit. Revenez dans votre parti pour que nous puissions construire ensemble. Vous, aujourd'hui, CDP, quels sont vos atouts pour 2020? Est-ce que vous êtes encore crédible? Parce que vous avez déjà trahi le peuple. Qui a trahi qui? Je n'ai pas compris. Le CDP n'a pas trahi le peuple. En quoi faisant? L'insurrection de 2014. Non, l'insurrection a été instrumentalisée. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, vous avez rendu justice au peuple. On a plutôt instrumentalisé le peuple, orienté le peuple en disant qu'ils étaient la solution. Eh bien, ils ont eu la solution. Ça fait 4 ans maintenant. Nous ne voyons pas venir. Le peuple est davantage assoiffé, affamé. Le peuple n'a pas de boulot. Il y a l'insécurité, il y a une malgouvernance, il y a un pillage des ressources de l'État. Il y a ce qu'on appelle, même dans l'exploitation industrielle. Qu'est-ce que vous voulez? Si l'on fait une comparaison entre la gestion d'antan et la gestion actuelle, le peuple choisira la gestion d'antan et comprendra que le CDP ne l'avait pas trahi. Et ceux qui ont vraiment trahi le peuple, c'est ceux qui l'ont amené à l'insurrection. Quand vous regardez aujourd'hui la balance opposition-majorité, vous vous dites, cette fois-ci, un second tour, il y en aura? Peut-être qu'un premier tour seulement avec le CDP qui gagne. Vous n'allez tout de même pas penser qu'en 2020, il peut y avoir un Tokdjili? S'il n'y a pas un second tour, c'est que le CDP serait aux alentours de 40 et quelques, à plus de 40%. Donc, nous en sommes convaincus. Vous savez, le CDP a des ressources. Nous sommes implantés dans les 45 provinces, dans les 368 communes d'arrondissement, dans les 9567 villages. Nous avons tous, partout, des comités de base. Et lorsque nous sortons, on se convainc davantage, sauf cas de fraude. Mais comme vous avez vu que dans le dialogue politique, nous avons demandé à ce que toutes les dispositions soient prises pour qu'il n'y ait pas de fraude. En quoi faisant? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Les résultats soient manuels et électroniques à la fois, qu'il y ait une comparaison avant publication. Et que les résultats soient publiés commune par commune, province par province, avant Est-ce que la fraude en lien, est-ce que vous voyez un lien entre la fraude et la situation sécuritaire? Parce qu'il y aura des zones où ça va pas être évident. On l'a vu quelque peu pour le cas du Mali où effectivement l'opposant Soumaïla Cissé a dénoncé des cas de fraude dans les zones d'insécurité justement. Oui, parce que nous avons dit la prise en compte des populations déplacées. La prise en compte dans le comité de mise en œuvre dont je fais partie, où je suis membre, nous allons reparler. Toutes les questions n'ont pas pu être vidées. Mais nous avons dit la prise en compte des populations déplacées. Mais une population qui vient d'une commune voisine, qui se situe à 100 km de sa commune, si ces populations votent pour quelle commune en définitive? Est-ce que c'est pour sa commune d'origine ou c'est la nouvelle commune où elle est accueillie? Bon, ce sont des questions qu'il faut approfondir et trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait pour les zones en insécurité où effectivement il y a eu beaucoup de déplacés? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut demander à ceux qui gouvernent et ceux qui ont permis à ce que cette insécurité s'installe. Ce n'est pas le CDP, certainement. Mais nous avons accepté d'aller au dialogue politique et nous avons proposé des solutions avec eux. Et nous pensons que s'ils nous écoutent, nous arriverons à arrêter l'avancée de cette insécurité et pouvoir réinsérer les populations dans leur localité et organiser des élections libres, transparentes et inclusives. En cas de second tour, vous pouvez faire alliance avec le MPP, non? Pourquoi? C'est possible? Je vous ai dit que nous allons bientôt signer avec les partis de l'opposition, du CFOP. Un accord pour préparer les élections. Ça veut dire qu'en cas de second tour,
le CDP, s'il n'est pas au second tour, il votera le parti de l'opposition qui est au second tour. Et comme le CDP est sûr qu'il sera, s'il y a un second tour, il y sera, les autres voteront pour lui et on gagnera. D'abord. D'accord. Alors, justement, savez-vous que si la question sécuritaire n'est pas assez bien analysée et réglée, il peut ne pas avoir des élections en 2020? Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi nous sommes investis et nous avons voulu resituer les origines et de demander de faire un bon diagnostic et qu'on soit entendu par les gouvernants du moment. On a tantôt accusé le CDP d'être ci ou d'être cela, mais on n'a jamais entendu le CDP. Lorsque le CFOP a donné sa communication sur la sécurité, il n'y a pas eu de débat. Les têtes s'acquiesçaient. Il y en a même qui, à la pause, se sont rapprochés de moi, mais on aurait pu se parler depuis 2016. Je dis, bah ouais, vous avez apporté des solutions? Le CFOP a apporté beaucoup de solutions. Tracer les sillons. D'accord. En attendant de voir sur le terrain la mise en œuvre. Mais voilà, il appartient au gouvernement de mettre en œuvre les sillons que le dialogue politique a ressorti. Donc finalement, on n'est pas au sorti de ce dialogue dans une sorte de démocratie consensuelle où l'opposition finalement n'a plus grand charge à dire sur la gouvernance. Ce n'est pas un blanc-seing pour la PMP. Ce n'est pas un blanc-seing. Le CFOP n'est pas allé au dialogue politique pour donner un blanc-seing au parti de la majorité qui nous gouverne. Nous avons dit que nous allons davantage ouvrir les yeux. Et d'ailleurs, comme il y a eu un dialogue politique et il y a eu des points de consensus et des recommandations, il y a un comité de suivi. Nous allons être vigilants. Il faut que ça soit, qu'on ne fasse pas des déclarations et que par la suite, on nous dise qu'on n'a pas pu les appliquer. D'accord. Alors, on est en fin d'émission. Qu'est-ce que vous pensez du cadre Désiré Ouédraogo? Non, mais c'est un cadre que nous avons connu, qui a été Premier ministre, qui a été président d'institution, qui est aujourd'hui à la retraite, qui, à l'entendre ces déclarations, souhaite diriger le pays. Je lui souhaite bonne chance. Blaise Compaoré? Ah oui, c'est un mentor pour moi. C'est un monsieur, un grand monsieur pour moi, comme je l'ai toujours dit, qui m'a toujours inspiré, qui est dans une situation très difficile aujourd'hui, qui souhaite rentrer, que nous souhaitons le voir au Burkina, mais nous souhaitons également que ce soit dans des conditions honorables. Et nous pensons que dans les jours à venir, les gouvernants nous comprendront qu'il y a nécessité qu'il rentre avec l'ensemble des exilés. Nous le souhaitons vivement. Pour terminer, Roch Marc Christian Kaboré? C'est un chef d'État taquin, apaisé, mais qui reste futé. Nous restons également à leur écoute et qu'ils transcendent des personnes qui l'invitent à serrer davantage parce qu'un pays ne saurait être développé si les populations ne sont pas unies. Je n'ai pas vu beaucoup d'actions allant dans le sens de la réconciliation et l'accélération du retour des personnes, des exilés ou des personnes qui sont sorties du Burkina pour des raisons politiques. Je l'en invite à y penser rapidement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Je recevais pour vous le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, Eddy Komboigo. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Le bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de la ville de Niamey, au Niger. On reçoit vos messages. Bonsoir.